Vous lui dites bonjour, je suis Neveva Jean. Prononcez Jean comme Jean Kelly ou Jean Turney. Pas d'arrangement avec mon prénom, je vous prie, pas de Jenna ou de Jenny. La tâche de l'étudiante qui sera embauchée est tout entière contenue là-dedans. Vous êtes professeur invité pour 1 an ici dans les Landes et vous devez rédiger un rapport, vous n'aurez jamais le temps de lire tout ça. Il faudra être capable de synthétiser ces tonnes d'articles. Vous insistez sur une disponibilité indispensable, mais de courte durée, 15 jours maximum. On vous a chargé d'évaluer l'état psychologique de Patricia Hearst après toutes ces aventures. Au fait, savez-vous qui est Patricia Hearst ? Et ça se fait ici d'aller chez les enseignants, demandez-vous à Violaine, celle que vous intronisez assistante, parce que mon bureau, on y est à l'étroit. On sera bien mieux chez moi. Nous discuterons du salaire demain matin, je compte sur vous pour ne pas vous laisser arnaquer. Et par ailleurs, avez-vous réellement 18 ans parce que je vous en donne 15 ? Ça n'a aucune importance de ne rien savoir sur Patricia Hearst. Ajoutez-vous avant de raccrocher. Par quel biais aborder le parcours de la jeune Américaine ? Par quel épisode commencer ? Celui de l'enlèvement de Patricia le 4 février 1974 par un groupuscule révolutionnaire quasi inconnu, la SLA, ou celui du premier message de l'héritière le 12 février, une bande déposée par les ravisseurs à l'entrée d'une radio qui émeut le pays tout entier. « Maman, papa, je vais bien ». Comment expliquer que, pour le FBI, la victime s'est muée en coupable en moins de 2 mois, convertie à la cause marxiste de ses ravisseurs. Elle a même été identifiée à leur côté le 15 avril sur les images de la vidéosurveillance d'une banque de San Francisco, armée d'un M1. Vous avez 15 jours. 15 jours pour trouver dans le carton débordant de photocopies de quoi innocenter cette gamine autour de laquelle la presse américaine s'affole à l'approche de son procès. 15 jours. 15 jours pour trancher. Qui est la vraie Patricia ? Une marxiste terroriste ? Une étudiante paumée ? Une authentique révolutionnaire ou une pauvre petite fille riche ? Une héritière à la dérive ? Une personnalité banale et vide qui a embrassé une cause au hasard, un zombie manipulé, une jeune fille en colère qui tient l'Amérique dans le viseur. Jour 1, jour 2, jour 3. Violaine lit des heures durant assise à la table en formica bleu clair de votre cuisine, un dictionnaire posé sur ses genoux. Violaine refait le chemin de ceux qui, comme elle, ont d'abord cru en février 1974 qu'il s'agissait d'un banal kidnapping. Les Hearst sont une des plus grosses fortunes du pays. Elle lit que le FBI a établi une liste de jeunes gens impliqués dans les mouvements contre la guerre au Vietnam. Elle lit que les journalistes du monde entier sont garés sur la pelouse du domaine Hearst, dans les allées menant au cours de tennis et devant la porte du manoir. Ils attendent une déclaration du père de Patricia et n'en bougent pas depuis des jours. Les quotidiens importants ont installé à la hâte des lignes directes. Les combinés sont accrochés aux branches les plus feuillues des arbres. De temps en temps, on s'interpelle. « Hé, San Francisco Chronicle, il y a ton arbre qui sonne !» La fumée des saucisses et des côtes de porc grillées sur un barbecue fabrique un brouillard de fête foraine. La cuisinière des Hearst arpente le parc, un plateau argenté à la main. Attentive à n'oublier personne, qui veut une part de feuilleté au homard ? À l'intérieur du manoir, des silhouettes faméliques vêtues de longues tuniques glissent du salon aux chambres à coucher, les yeux fermés, palpant les murs. Ils reniflent une blouse, un pull de Patricia,
Les médiums de San Francisco, embauchés par les Hearst, affirment que les émanations spirituelles de ce qu'elle apportait les conduiront rapidement à l'héritière. Les agents du FBI, en costume gris, rentrent et sortent du manoir, un mouvement incessant à l'image de la confusion qu'ils ne cherchent même pas à dissimuler. 60 000 avis de recherche distribués, 5 000 personnes interrogées dans tout San Francisco pour rien, pas un seul indice. Ils n'ont aucune idée du lieu où se cachent ces inconnus et leurs 3 lettres mènent le récit S-L-A. Emily, Nancy, Angela, Camilla. Violaine recopie stupéfaite ces prénoms qui s'affichent en une des quotidiens du 14 février 1974. Les membres de la SLA, identifiés par le FBI, ont entre 23 et 29 ans. Une génération qui a grandi devant les séries télévisées de l'oncle Disney. Ce sont nos filles, nos sœurs, nos voisines. Pourquoi elles, si choyées, à qui tout a été permis? Elles ont étudié les sciences sociales, la psychologie, l'art, le théâtre. L'été dernier, elles ont été serveuses, elles ont été figurantes, postières. 2 d'entre elles ont fait du théâtre à l'université. Une autre est férue de poésie et de sculpture. Elles sont blanches, issues de familles décomposées, unies, protestantes, catholiques, laïques. Une mosaïque de la classe moyenne américaine. Aucune d'entre elles n'a jamais été arrêtée, pas même une infraction au code de la route. Elles n'ont participé à aucune manifestation, n'ont signé que de rares pétitions et pour des causes consensuelles contre la faim dans le monde, la souffrance des animaux. Ces jeunes femmes ont disparu de leur domicile ces dernières semaines. On les retrouve dans le fichier du FBI des terroristes projetant d'attenter à la sécurité de l'État, accusés d'avoir enlevé une héritière de leur âge. Vous parcourez les notes de Violaine, les sourcils froncés. Pourquoi Violaine s'étonne-t-elle qu'il y ait une majorité de femmes dans la SLA? Mais comment des femmes, des filles, auraient pu enlever une fille de leur âge? Bredouille Violaine. Comment des gens qui conspuent la guerre du Vietnam peuvent revendiquer d'être une armée? Répondez-vous avec leur leader en treillis autoproclamé, maréchal en chef des forces fédérées unies? Pourquoi pas des filles d'ailleurs? Sont-elles incapables de violence? Vous êtes désolé, mais il est catastrophique ce premier résumé, Violaine. Elle est passée à côté de l'essentiel. Les exigences de la SLA détaillées dans leur premier message, pas de rançon, c'est vrai, mais une nouvelle prise d'otage. Les lecteurs des quotidiens appartenant à Hearst. En obligeant Hearst à publier leur communiqué en première page, la SLA a répandu sa prose à l'envi. Vous avez d'ailleurs effectué un petit calcul amusant. Si la SLA avait acheté ce même espace pour se faire de la pub, il leur en aurait coûté 16 000 $, un beau budget de film hollywoodien, et que Violaine arrête de prendre note de tout ce que vous dites, c'est très, très agaçant en fait. Vous raccompagnez la jeune fille jusqu'à chez elle. Lenny, votre chien, beige tacheté de marron, ouvre la route. Il slalome la truffe frénétique. Loin du carton rempli de dossiers, vous semblez plus légère. Vous avez lu un truc épatant cet après-midi. Un communiqué du FBI à l'attention des parents inquiets de la contagion marxiste. Une liste des signes de radicalisation. Alors, si votre fille passe des heures à lire Angela Davis et qu'elle ne se maquille plus, si elle arrache des murs de sa chambre les posters de Robert Redford et si elle fait montre d'une pudeur excessive et brûle ses mini-jupes, contactez le FBI d'urgence. Vous taquinez votre assistante, son cardigan boutonné jusqu'au cou, n'est-il pas le signe qu'elle est sur le point de rejoindre la lutte armée ?
promène, écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester. Sur un plateau d'argent, elle te tend un thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'attire dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Jour 4, jour 5. Vous exigez de voir les coupures de presse que Violaine a rejetées, oui, toutes, même celles qui gisent dans la poubelle. Vous les défroissez une à une du plat de la main. Le mot rançon est inexact. La SLA a bien exigé une somme d'argent monumentale du père de Patricia, mais ils n'ont pas gardé l'argent pour eux. Ceux-là qui réclament que le père de Patricia distribue de la nourriture à chacun des nécessiteux de la région. Mais où les gens de la SLA vont-ils dénicher des pauvres en Amérique? Ça n'est pas l'URSS. La Californie est remplie de hippies, de musiciens et de drogués. Et vous vous levez, sèche. Eh bien, la SLA a au moins eu un mérite. Apprendre à une petite Française qu'aux États-Unis de nos jours, on peut crever de faim. Vous ramassez votre pull orange et sortez de votre poche 10 francs que vous déposez devant elle. Désolée, Violaine, vous renoncez provisoirement à la rendre intelligente. À demain, 10h. Violaine reste assise dans votre salon quelques instants, interdite. Faut-il claquer la porte, la laisser entrebâillée? Faut-il les garder, les jeter, ces articles? Faut-il laver les tasses de thé au bord marronasse? La pénombre et la quiétude laissent place à Patricia, dont vous faites si peu cas. Son épreuve a-t-elle été plus supportable lorsqu'elle a su à quoi servirait l'argent versé par son père? En a-t-elle conçu une certaine fierté, être celle grâce à laquelle les pauvres seraient nourris? Dans les rêveries nocturnes de votre assistante, les ravisseurs restent à l'arrière-plan du récit, jeunes, inutiles et conciliants. L'enlèvement de Patricia Hearst ressemble à une aventure, une évasion. Jour 6. Violaine découpe avec soin les lettres grâce à la une des quotidiens de mars 1974 qui commentent la distribution de nourriture initiée par la SLA. Désastre, chaos, catastrophe. Elle classe les photos de camions de victuailles pris d'assaut par ceux qui font la queue depuis l'aube dans l'espoir d'un repas chaud. Leurs mains tendues implorent qu'on les nourrisse. Les volontaires hébétés, assaillis par une foule de nécessiteux. Au 7e jour de votre collaboration, Violaine est à la peine. Trop de chiffres se bousculent dans les articles qu'elle doit résumer de plus en plus rapidement pour suivre votre cadence. Trop de questionnements. Faut-il accepter l'argent d'un kidnapping pour faire œuvre de charité? La SLA donne le tournis à gauche comme à droite. Un monde à l'envers. Hearst, le milliardaire, devenu un bon samaritain pour sauver sa fille. Les associations d'aide aux plus démunis qui applaudissent sans complexe l'initiative d'un groupe de lutte armée. Et en coulisses, celle dont on parle sans la voir et qui parlera sans qu'on l'écoute. Patricia Hearst, dont l'absence déchire le rêve et révèle le mensonge épuisé d'un pays qui découvre l'ampleur de sa faille.
Ils sont 4,7 millions, ceux et celles qui n'ont rien à manger en Californie. L'argent offert par Hearst équivaut à moins de $1 par personne. Vous ne l'avez pas engagée pour qu'elle fasse du découpage et des collages, mais pour élaborer une synthèse des différents points de vue. Vous savez qu'il ne faut pas prononcer le mot politique dans ce patelin, mais qu'elle ne s'y trompe pas, Violaine, en ne sélectionnant que des photos sensationnalistes et des articles qui se régalent de raconter qu'un volontaire a été blessé par des méchants pauvres et qu'une vieille dame a été bousculée par d'affreux noirs qui s'arrachaient un jambon. Violaine en fait de la politique et de la plus crasse. Pourquoi, à son avis, ces incidents passionnent-ils la presse? Étrange, n'est-ce pas? Mais quel est ce pays où on s'étripe pour une dinde, Violaine? Où sommes-nous? À Cuba? En URSS? Chez les communistes? Quoi? Il y aurait donc des pauvres, des crève-la-faim dans notre Californie blonde et saine. Mais d'où sortent-ils, ces mendiants édentés de 20 ans, aux treillis raides de crasse sur Mission Street? Ces amputés adolescents au regard vitreux que des passants félicitent pour leur bravoure au combat. Ces familles hispaniques qui repartent, vacillant sous le poids de cartons remplis de bananes gâtées. Ces femmes noires, venues munies de dizaines de sacs en plastique qui s'enquièrent de la gamine Hearst, elles sont désolées. Elles en ont 5 comme elle à nourrir. Oh, le gouverneur Ronald Reagan, là, lui, la solution. Ce bon ami des Hearst a déploré lors d'un dîner de gala qu'on ne puisse pas balancer une bonne petite épidémie de botulisme pour assainir le beau pays. Est-ce qu'elle adore toujours l'Amérique, Violaine? Votre colère ne ressemble pas à celle des adultes que Violaine connaît. Elle ne contient ni hargne, ni amertume, cette routine des regrets. La vôtre de colère, ce jour-là, est emplie de peine. La peine floue et brutale de votre impuissance, se cogner à une entité gigantesque, un ordre des choses qui ce jour-là vous écrase. Lorsque vous la reconduisez à votre porte, la lumière artificielle du perron accentue vos cernes. Rentrée chez elle, Violaine note ceci. Gineveva va au rythme d'un monde. Parfois, il la transporte. À d'autres moments, elle en est chavirée. Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que veux-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions
le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Pour dire Violaine, il faudrait partir de l'absence. Ce qui dessine un portrait, le métier de ses parents, les études qu'elle entreprendra l'année prochaine ou la façon dont elle couvre les livres qu'elle emprunte à la bibliothèque de plastique coloré, les films américains en version originale qu'elle regarde seule à la télévision tard dans la nuit, tout ça ne forme qu'une pile d'informations, alors que Violaine est faite de creux et de manques. Ses parents répètent avec satisfaction que de Violaine, il n'y a rien à dire. Elle file droit, pas d'alcool, pas de drogue, une chance. Il faudra bientôt qu'elle se dégourdisse. Tout de même, Violaine, elle ne va pas passer ses week-ends à se promener seule à vélo dans la forêt comme une gamine. Violaine, que sa mère emmène chez la gynécologue pour lui prescrire une contraception au cas où. Violaine, elle a un appétit de moineau. Sans doute un régime pour ressembler à ces mannequins. Qu'on lui prescrive des vitamines et tout rentrera dans l'ordre. Violaine ne cède à rien, pas même à ses besoins physiologiques. L'estomac vide, garant qu'elle le tient à distance. Cet avachissement redoutable des adultes, fabriqués de sucre rapide et de viande. Violaine attend la faim comme on attend l'orage. Elle espère une faim plus large que l'habitude de se nourrir à heure fixe. Elle le fabrique, ce vide qu'elle chérit pour s'y affronter, une preuve journalière qu'elle n'en est pas, des vies repues de confortables renoncements. Violaine est parmi les siens une intruse qui ne dit pas son nom, que le grand air gagne comme autant de soif, un air américain, le vôtre, et celui d'une absente. Patricia. Jour 7. Ce lundi-là, Violaine vous conduit en fin d'après-midi à la plage. Les chemins de Lande qui y mènent, elle les connaît par cœur. Elle ne s'y égare jamais. Elle écarte les chardons mauves d'une main pour ne pas qu'ils vous griffent le mollet. Les fines tiges des amophiles emprisonnent le sable de leurs racines. Au sommet de la dune, les vagues moussent en un chaos verdâtre. Vous piquez un sprint suivi de lénie. Violaine vous interroge timidement. Avez-vous un fiancé en Amérique ? Vous levez les yeux au ciel, c'est curieux cette propension, comme vos élèves qui veulent savoir si vous aurez des enfants, à s'inquiéter de votre vagin ou de votre utérus et pas de ce que vous pensez du Watergate. Vexée et écarlate, Violaine bifurque sur Smith College. Quelles sont les conditions d'admission ? Et votre thèse aussi l'intrigue. Combien de pages avez-vous rédigé ? Et vous en êtes où ? Quel est le sujet ? Vous en êtes à la moitié. Vous avez encore des recherches à effectuer à Deerfield. C'est un village qui jouxte Smith College. C'est là que vous avez découvert la trace de villageoises prises en otage lors d'un raid de natifs américains en 1704. Vous dépeignez à Violaine les différents sorts des prisonnières. Alors, il y a celles qui ont attendu patiemment qu'on les libère et elles se trouvent soumises à leur retour à un contrôle incessant, à chaque instant de leur vie. Une messe hebdomadaire pour seule sortie, elles se retrouvent captives une fois de plus, mais chez elles. Il y a celles qui se sont évadées et au lieu que leur courage en face des héroïnes, elles endurent la suspicion de leur entourage. Quelle faveur ont-elles accordée aux Indiens ? Et puis il y a celles dont on a obtenu la libération, mais qui refusent de quitter leur famille d'adoption, qu'on ne les libère pas. Elles ne sont pas prisonnières des natifs américains. Ce sont elles dont les descendants ont tenté d'effacer les traces car leur choix a déshonoré leur famille à qui vous consacrez vos travaux. Vous semblez les connaître intimement, vous les appelez par leur prénom. Mercy, Marie.
Ces adolescentes qui voient paradoxalement leur espace de liberté s'agrandir en captivité, car les Indiens les mettent au travail, leur font ramasser du bois, allumer le feu. Elles apprennent à garder un œil sur le campement, à retenir les prénoms et les caractéristiques de ceux qu'elles tenaient pour une horde indistincte de sauvages à coloniser. Elles assistent aux humiliations qui subissent ceux et celles dont elles partagent le quotidien. Elles assistent au pillage des lieux sacrés, aux ravages. Leur monde civilisé se révèle dans toute sa violence. De ce que vous expliquez ce jour-là, Violaine, restent des notes gribouillées au stylo bic violet dans son journal, un mélange de dates et de prénoms. Merci, Marie. Jour 8, jour 9. Ce jour de novembre anormalement doux, vous lui proposez ce qui pour elle ressemble à une promotion. Écoutez les messages enregistrés par Patricia Hearst entre le 7 février et le 2 avril 1974, déposés par la SLA dans les boîtes aux lettres d'animateurs radio, chez des fleuristes parfois, derrière une poubelle. Vous êtes, selon vos propres mots recopiés par Violaine dans son cahier, curieuse de savoir ce qu'elle en pense. Violaine exige de vous une consigne. Que doit-elle chercher dans les bandes? Qu'elle écoute avec la même acuité que ces aveugles embauchés par le FBI pour leur oui exceptionnel, qu'elle écoute et qu'elle donne son sentiment. C'est tout. Start. Mom, Dad, I'm okay. I had a few scrapes and stuff. Maman, but, papa, they ça va. washed them up and they're J'ai getting quelques okay. égratignures, mais ils les ont I've caught a rincées. cold, but they're Ça va. giving me pills for it. J'ai pris So froid, mais ils m'ont donné des cachets. I'm not being Ça va. starved or beaten, On ne m'affame pas, on ne me bat pas. unnecessarily On ne frightened. me terrorise pas. The SLA members here are very upset Bon, about les membres de la press SLA distortions. sont dégoûtés de la façon dont on parle d'eux dans la presse. Innocent people Ils in n'ont pas the tiré sur des passants innocents dans la rue. J'ai été vraiment très choquée d'entendre que la police a mitraillé une maison à Auckland. Heureusement que j'y étais pas. J'apprécierais qu'on se calme et qu'on n'essaye pas de me trouver. Parce que... ben, en fait, ils ne se mettent pas seulement en danger, mais ils me mettent en danger, moi. Je suis avec une unité de combat munie d'armes automatiques. Et ces gens ne sont pas une bande de tarés. Ils ont été très honnêtes avec moi. Et je voudrais m'en sortir vite. Mais les gens de la SLA ont été vraiment honnêtes et la seule façon de m'en sortir, c'est de faire ce qu'ils veulent. J'espère, papa, que tu feras ce qu'ils demandent et fais-le vite. On ne me force pas à dire tout ça, au fait. Ça va. La voix ralentie de Patricia Hearst s'extrait des caractères typographiques de l'actualité. Ses souffles prennent corps. Maman, papa, je vais bien. Elle s'adresse à ses parents, à l'Amérique. C'est elle, sortie de l'ombre de sa mort annoncée. Le soir même, lorsque le téléphone sonne dans le vestibule familial, le père de Violaine fronce les sourcils. Qui est assez grossier pour appeler à l'heure du dîner? C'est vous, Jean. Vous aviez quelque chose d'important à lui dire et c'est stupide. Vous avez oublié à présent. C'est saluer vos parents, Violaine. Dites-leur que nous faisons courageusement face à un groupuscule de tarés et ça nous embrouille. À demain. Soyez bien à l'heure demain matin, à 9h. À 9h. Elle vous retrouvera.
Vous et la jeune captive qui geint qu'elle est enrhumée, mais qui, Violaine l'a noté sur son cahier, ce détail qu'elle n'a pas osé vous faire remarquer, peut-être a-t-elle mal compris, insiste sur le fait que ses ravisseurs ne sont pas une bande de tarés. Jour 10. De chaque côté de l'Atlantique, on dissèque le discours de l'adolescente. À San Francisco, la linguiste engagée par l'avocat le compare à des lettres de Patricia écrites à son fiancé, des cartes postales à ses parents. Si les spécialistes se pressent autour des soupirs de la jeune fille, en revanche, aucun pour se demander si Mr. Hearst est bien l'auteur de l'étrange réponse à sa fille diffusée sur toutes les télés américaines en février 1974, un businessman discutant les termes d'un contrat qui paraît rédigé par ses conseillers financiers. Patricia, tu as l'air d'aller pas trop mal. Sache que je vais tout faire pour te sortir de là. Ce qui est effarant, comme je m'y attendais, c'est que les exigences des ravisseurs sont irréalisables. Mais je vais faire de mon mieux en faisant une contre-proposition acceptable. Vous le faites entendre à Violaine. Elle reste silencieuse un long moment. C'est qu'elle en est consciente. Un mot, c'est tellement rien par rapport à vous qui rédigez tout un rapport sur Patricia, mais elle n'a que ce mot en tête depuis qu'elle a entendu le contre-proposition acceptable du père de Patricia. Abandonnée. Désolée papa, je suis au regret. Je suis à peine une fille. Désolée papa, je suis au regret. Je suis à peine cette fille de celles qu'on redresse avant que ne transparaisse leur penchant avéré. Ces mauvaises filles, assez d'esquisses à l'âme totalement raturée. Désolée maman, je suis au regret. Je suis à peine une fille. Désolée vraiment, je suis au regret. Je suis à peine cette fille. Vos miroirs foutraques ne reflètent rien de ce qu'on guette. Juste enfin détrompé. Vos étiquetages, l'obligation au murmure, je m'en détache, réveillée. Tape to let you know that I'm still okay and to explain a few things. Maman, I papa, hope. j'enregistre cette bande pour vous expliquer 2-3 trucs. First about D'abord, the good faith gesture. par rapport à ce qu'on te You demande, should just do what you can. I mean, they understand papa, that tu fais ce que tu peux. it was never intended that you would feed the whole state. Personne n'a jamais imaginé que tu nourrirais l'État de Californie en entier. So whatever you come up with basically is okay. Alors, quoi que tu puisses faire, ça va, c'est In ok. spite of what certain tape experts seem to think, I'm En dépit de ce que certains spécialistes de l'enregistrement pensent, ça va, je vais bien. C'est très déprimant d'entendre parler de moi comme si j'étais morte. Ce que ça fait, c'est que ça convainc des gens que peut-être effectivement je suis morte. Et si tout le monde est convaincu que je suis morte, ça donnera une excuse au FBI de venir, et si le FBI vient, ils n'auront pas le temps de décider qui tu es
et qui ne pas tuer, ils tueront tout le monde. Et You know, I don't particularly j'ai want to die pas that particulièrement way. envie de mourir de cette façon-là. So people should stop Alors, acting like I'm dead. arrêtez de faire comme si j'étais morte. I am fine. Ça va. And Je... I am not being starved, and I am not being beaten. On ne m'affame pas. On ne me bat pas. I am basically an example. Je suis un and exemple, a symbolic warning, un avertissement not only to symbolique, you, but pas seulement à vous, to everyone. mais à tous les autres. And it's also to show what Et can c'est be done, aussi pour montrer ce qu'on peut faire. necessary, that people can be fed, Les gens peuvent être nourris. and to show that it's too bad C'est pour montrer que c'est dommage d'en arriver là. to see that people Je veux dire l'enlèvement. need food. Mais But you know, maybe something can be done about peut-être that. qu'on pourra faire quelque chose à ce It won't sujet. happen again. Et peut-être ça n'aura plus besoin de se produire. People should stop acting like I'm dead. Arrêtez de faire comme si j'étais morte. Mom should get out of her black dress. Maman devrait ôter sa robe noire. Ça m'aide pas du tout. You know, I want them all to know that I'm okay. Ça va. And to understand that I'll be Et okay as j'irai bien the FBI doesn't come in here. si le FBI ne rapplique pas, parce que ça, c'est ma plus grande peur. Because I think I can get out of here alive as long as they don't come back. Comment Patricia sait-elle que sa mère portait une robe noire lors de la conférence de presse retransmise à la télévision? Évidemment, elle ne s'y trouvait pas. Patricia aurait-elle eu accès à une télévision? Pourtant, Violaine croit se souvenir du premier communiqué. J'ai les yeux bandés souvent, je ne vois pas leur visage. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de robe noire? Faites-vous soucieuse en remettant la mini-cassette dans l'appareil? Rewind. Start. Il est plus de 22 heures. Et la mère de Violaine a exigé que vous la raccompagniez. Pas question qu'elle traverse la forêt à la nuit tombée. Vous avancez derrière elle qui ouvre le chemin. Vous vous plaignez du conformisme de vos élèves. Elles n'ont qu'une peur. Ne pas en être du club suprême des filles libérées. Libérées de quoi? De qui? Si être libérée devient un dogme, est-ce encore libérateur? Et est-ce que le contraire de libre, c'est prisonnière? Est-ce que Violaine, qui n'est officiellement prisonnière de personne, est libre? Arrivé à sa porte, vous posez un index sur le bout de son nez et chuchotez « Souhaite-t-on toujours être délivré de nos captivités parfois si confortables, Violaine? Vous me rendrez votre copie jeudi après-midi. » Jour 12. Start. L'américaine marque moins de pauses et il est infime ce frémissement dans la voix de Patricia. Alors Violaine n'ose pas vous le faire remarquer. Ce tremblement qui précède les larmes, le dégoût perceptible de Patricia lorsqu'elle dépeint la table des Hearst débordant de viande grasse, cette profusion au destinataire unique, la famille. Elle voudrait fermer les yeux pour mieux entendre, comme les aveugles du FBI dont vous lui avez parlé. Vous allez et venez, insensible aux atermoiements de Patricia Hearst. Vous faites un café, vous ramassez les bouts d'un torchon que Lenny a mis en pièces sur le tapis. Ça doit être bizarre de voir ta mère en deuil de toi quand tu es vivante. Écrit Violaine sur ses feuilles à petits carreaux remplis de phrases serrées qui relèvent ici une robe noire, là un soupir et l'insistance rageuse de Patricia à se déclarer vivante. Mom, Dad, I've been hearing reports about the food program. So far, it sounds like you and your advisors have managed to turn it into a real disaster. You said that it was out of your hands. What you should have said is that you wash your hands of it. It sounds like most of the food is low quality. No one has eaten any beef or lamb. Anyway, it certainly didn't sound like the kind of food our family is used to eating.
Jour 13. Au pied de votre lit, lorsque vous entrebâillez la porte, Violaine aperçoit des feuillets entassés, des livres jonchent le tapis. Ces documents censés vous aider ont été sélectionnés par la défense. Des récits de prisonniers de guerre, des prisonniers de camp, d'anciens adeptes de sectes. Combien ont cherché à s'enfuir? Au bout de combien de temps? Combien ont embrassé la cause de leur geôlier? Au bout de combien de temps? Quels sont les symptômes du lavage de cerveau? Peut-on considérer Patricia Hearst comme une prisonnière de guerre sous influence? La SLA est-elle une armée, une secte, un groupe politique? Quelle est la différence? Patricia Hearst a-t-elle obéi à la SLA? L'a-t-elle fait parce qu'elle y a été entraînée, éduquée à se conformer aux règlements de pension religieuse, surveillée par des gouvernantes chargées de la faire marcher droit, ces adolescents sous haute sécurité des très riches? Peut-être commencez-vous à tracer des liens, à rédiger un paragraphe. L'explication de la rapidité de sa conversion se trouve dans son éducation. Mais très vite, vous devrez ralentir et raturer en prenant connaissance des premières conclusions d'un expert psychiatre qui s'est entretenu plusieurs heures avec l'accusé, un texte qui serait risible s'il ne faisait pas partie des documents à charge de l'accusation. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser. 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 Le sujet est une jeune femme vive et très indépendante qui a toujours eu un fort caractère. On constate une méfiance vis-à-vis des règles depuis son plus jeune âge. Elle semble penser que les lois qui ne le conviennent pas doivent être réécrites. Mensonge réitéré à ses professeurs en classe de 4e pour ne pas rendre ses devoirs. Refus de participer au bal des débutantes. En colonie à l'âge de 13 ans, elle rechigne à envoyer une carte postale à ses parents. L'accusée a été renvoyée d'une école religieuse à l'âge de 14 ans. Elle avait conseillé à une religieuse d'aller au diable. L'accusée a été sexuellement active à un âge précoce. Par ailleurs, sa relation avec son fiancé est une source d'insatisfaction. Elle a confié à des amis qu'il se montrait conventionnel et ennuyeux. Voici le sort des enfants obstinés. Voici le sort des enfants obstinés. Des anciennes camarades de classe ont raconté que si on n'était pas d'accord avec elle dans la cour, Patricia tournait les talons, elle allait jouer ailleurs. Jour 14. Vous parlez comme personne ne s'exprime autour de Violaine, dont les parents s'en tiennent au contour du quotidien. À table, on partage ce qui ne souffre pas de contradiction, la température de l'océan cet automne, les destinations de vacances à venir et les poutres de la maison qu'il faudra traiter contre les termites. Vous parlez large, vous dites des choses comme Violaine, ma génération est malade d'avoir compris que nos parents sont les rouages les mieux huilés de la machine de mort américaine, des employés modèles qui font comme si de rien n'était du moment que la guerre n'éclabousse pas leur pelouse, que ceux qui n'ont pas été conviés à la grande fête du rêve américain aillent crever loin de leur regard. Elle est troublée, Violaine. Vous accablez la SLA, une bande de bras cassés, mais louez les débats qu'ils font naître, pour aussitôt
déclarer qu'on s'en fiche des discours. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, même minuscule. Cherchez à, tenter de. Oh, ça n'est pas une incitation à l'engagement, vous ne l'aimez guère ce mot qui s'applique au choix des militaires et des bonnes sœurs, mais qu'elle le sache, Violaine. La résignation coûte cher en amertume tardive et en regret. Elle vous écoute, Violaine. Lui raconter que comme elle, à son âge, vous n'en aviez pas grand-chose à faire de la politique. Ça ne vous concernait pas, ces discours, des belles intentions qui servent des carrières, et puis un copain d'enfance est appelé sous les drapeaux, et un autre. Ils partent combattre un mot, ils n'ont aucune idée de ce que ce mot représente, le communisme. Ils savent ce qu'on leur en a dit. Ils brandissent avec fierté leur liberté américaine. Elle triomphera de la barbarie et ils seront de retour à Noël. Et c'est vrai. Leurs cercueils recouverts de la bannière étoilée sont rendus à leur famille à la date promise. Vous dites ceci, qu'être un jeune Américain, c'est compter ses amis morts au Vietnam, et si on est noir, c'est mourir d'une balle dans la tête lors d'un contrôle de police avant d'avoir eu le temps de tendre sa carte d'identité. C'est avoir vu ses parents échouer à changer les choses et les échecs successifs des différents gouvernements et ne trouver aucun parti, aucune idéologie susceptible de susciter de l'espoir. C'est le Valium dans le sac à main de maman, le magazine porno dans le bureau de papa. Ce sont ces dîners où on n'échange que des milliers de calories vides devant une télévision. On digère la mort en famille depuis le canapé. Tous ces corps inertes dont on ne sait plus s'ils sont les acteurs du feuilleton qui précède le journal télévisé ou si ce sont les cadavres exhibés pour faire croire à une victoire de l'Amérique sur le communisme. Et la seule question que les éditorialistes se posent, c'est mais comment de gentilles étudiantes blanches et aisées peuvent se transformer en insurgés armés? Mais vous, ce qui vous étonne, mais c'est qu'il n'y en ait pas des milliers et des milliers et des milliers. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. But I'm alright, I'm just weary to my bones. Still you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. Don't know a soul who's not been battered. Don't have a friend who feels at ease. Don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, for we've come so far, so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what went wrong. Can't help but wonder what went wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly, looking back down at me, a smile reassuringly. And I dreamed I was flying, and high up above
the ship they call Mayflower. Come on the ship that sails the moon. Come in the age's most uncertain hour and sing an American tune. Oh, it's alright, we can't be forever blessed. Still, tomorrow's going to be another working day, and I'm trying to get some rest. That's right, I'm trying to get some rest. Jour 15, ce matin-là, vous accueillez Violaine et lui ouvrez grand la porte de votre chambre en désignant, soigneusement étalée sur le tapis, une mosaïque de Patricia. 10 tableaux, ces couvertures de magazines Newsweek et Time, 10 tentatives pour former un tableau, un portrait cohérent, l'une après l'autre, l'une brouillon de l'autre et l'autre effaçant l'une. Violaine s'agenouille attentive à ne pas déplacer les photos. La plus récente, c'est celle-ci. Vous lui indiquez la une de Time datée du 4 avril 1974. Le fond de l'image est rouge, comme le feu d'un cauchemar qui annonce la couleur, rouge comme le drapeau de la SLA devant lequel elle se tient. Les jambes légèrement écartées, Patricia a 19 ans et 1 mois. Elle porte un béret posé de biais sur ses cheveux au beurre ondulé. La bandoulière de cuir du fusil M16 froisse le tissu kaki de sa chemisette. Un large bandeau noir tranche l'image de l'héritière en deux. Guilty. Coupable. À une Violaine sidérée, vous dites que ce qu'on va entendre maintenant, c'est un peu choquant. Vous proposez de l'écouter 3 fois. La bande, dont une les yeux fermés, de prendre des notes et ensuite lire les quotidiens d'avril 74. Après, on discutera. Start. J'aimerais commencer par préciser que c'est moi qui ai écrit ce que je vais dire, c'est ce que je ressens. On ne m'a jamais obligé à dire quoi que ce soit sur les bandes, je n'ai pas subi de lavage de cerveau, n'ai été ni droguée, ni torturée ou hypnotisée, maman, papa. J'aimerais commencer par vos pseudo-efforts pour assurer ma sécurité. Vos dons étaient une imposture. Vous avez essayé de tromper les gens. Vous avez prétendu avoir fait tout ce qui était entre vous, votre pouvoir. Vos trahisons m'ont beaucoup appris. En un sens, je vous remercie, j'ai changé, j'ai grandi. J'ai appris ce qu'est l'amour inconditionnel pour ceux et celles qui m'entourent. L'amour qui vient de cette certitude que personne ne sera libre tant que nous ne serons pas tous libres. Il devrait être évident que des gens qui se fichent de leur propre enfant n'en ont rien à faire des enfants des autres. On m'a donné le choix entre être relâché dans un endroit sécurisé ou rejoindre la SLA et lutter pour ma liberté. Comme pour celle de tous les opprimés, j'ai choisi de rester. Et de me battre, personne ne devrait s'humilier à faire la queue afin d'être nourri, ni sans cesse craindre pour sa vie et celle de ses enfants. On m'a renommée Tania, en hommage à une camarade de lutte qui a combattu aux côtés du Tché en Bolivie. Je sais que Tania a dédié sa vie aux autres, se battre, se dévouer entièrement dans un intense désir d'apprendre. C'est dans l'esprit de Tania que je dis Patria o muerte venceremos. Dans mon quartier, à l'école, on avait fabriqué des pancartes pour Patricia. On t'aime, Patricia. Une prière pour Patricia. Dieu te bénisse, Patricia. Le lendemain de l'annonce de sa conversion, elle gisait arrachée sur la pelouse. Nos parents les avaient piétinés. Elle était notre héroïne. J'étais persuadé que Patricia était ma prof de 6e et qu'elle s'était teint les cheveux. On avait convenu avec les autres gamins qu'on la balancerait pas aux flics. Être recherché dans tout le pays nous paraissait tellement excitant. À chaque fois qu'on se téléphonait avec ma meilleure amie, on adoptait son ton lugubre. C'est Tania. C'est une explosion de joie.
La joie d'un amour surgit en moins de 24 heures, placardée sur les bars à New York, des odes à Tanya, Patricia, dans les cafés à Los Angeles, sur les façades du commissariat d'Oakland. On t'aime Tanya, we love you Tanya. Ouais, prenez ça dans vos vies congelées, on t'aime. Non, nous non plus, on ne se rendra pas aux évidences rances. Terminé, l'équarrissage que subissent nos désirs hésitants, terminé, fini. Fini cette phrase avec laquelle on crucifie la moindre échappée, ce conseil qui clôture chaque conversation familiale. Sois un peu réaliste. On la vomit, la prudence de la vie des parents, cette pleutrerie, leur bonté parcimonieuse lorsqu'ils donnent une pièce à un sans-abri, leur résignation amère déguisée en force de caractère lorsqu'ils se vantent. Moi, je ne me fais aucune illusion. Personne ne devrait s'humilier à faire la queue afin d'être nourri, ni sans cesse craindre pour sa vie et la vie de ses enfants. Est-ce que ça n'est pas parfaitement vrai ? Personne ne sera libre tant que nous ne serons pas tous libres. Est-ce que ça n'est pas parfaitement vrai ? On t'aime, Tanya. On t'aime, qui fait la nique au FBI, à ses parents, à tous les parents. Et devinez quoi ? Tanya a flanqué une sacrée torgnole à la petite bourge géniarde qu'elle était. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être nous. Ça pourrait être vous, demain. Vos filles, vos amies, vos voisines, vos copines. Elle a déserté la route pour la rocaille. Elle déclare la première partie du récit terminée. Adolescente palichonne, juchée sur les lettres du mot « fin ». Vous faites remarquer à Violaine l'étrange ponctuation des articles paru à l'annonce de sa conversion. Tiens, Tanya a kidnappé les points finaux et les virgules. Une terroriste au regard vide, cette faible personnalité, sans doute que la jeune femme a s'ennuyé dans son manoir avec la SLA. Elle s'est éveillée à une vie d'aventure en compagnie d'une armée de psychopathes. Est-elle représentative d'une génération ? Est-elle en colère, mais contre quoi ? Des paragraphes rédigés par des adultes furieux de s'être tenus 2 mois durant au chevet de celle qu'ils ont tant aimé plaindre. Amers d'avoir été floués, ils tonnent. Oui, l'Amérique est contaminée. Les jeunes d'aujourd'hui commencent par s'engager pour des causes justes, mettre la fin à la guerre du Vietnam. Ils finissent convertis à la violence. Que cette dégénérée soit réduite en cendres, elle a choisi son camp. Qu'elle y reste avec ses lesbiennes communistes. Une vie pour errer, une autre pour rien en faire. Une pour lire le matin, moi j'aime lire au réveil. Une vie pour courir sans qu'il y ait personne derrière. Une vie pour faire erreur, ou même plusieurs. Une vie pour errer, une autre pour rien en faire. Pour s'inquiéter du ciel comme on s'inquiète d'un frère. Une vie douce et conne, juste un peu plus légère. Une vie aux aguets, sans abri intérieur. Une vie pour déposer des larmes sur les pierres. Une vie, si je meurs. Une vie pour se consoler d'avoir grandi. Une vie pour écrire tout ce qu'on prévoit d'en faire. Une vie pour l'immense édition qui s'opère. Une vie évasive à ne répondre de rien. Une vie d'arbres et vagues et de toutes les forêts. Une vie de voleuse.
Une vie si tu veux en avoir une, voilà. Une vie si tu veux en avoir une, voilà. Ceci est un hold-up. Même si les dollars y sont accessoires, ceci n'est pas un hold-up, mais l'avant-dernier épisode d'une fiction. La SLA invente le premier hold-up au monde où les braqueurs désirent être filmés. Leur regard cherche sans cesse les caméras pour mieux s'adresser à elles. Les images s'arrogent le droit de nous surveiller. Alors nous nous servirons de vos caméras pour raconter l'histoire que nous voulons écrire, semble-t-il dire. En ce 15 avril 1974 à 9h40, 4 jeunes femmes blanches et un homme noir pénètrent dans la banque, vêtus du même large manteau, de pantalons pas de def et de fedora qui ne dissimulent pas leur visage. Voici. Thank you. Patricia. Se prépare-t-elle seule avant son entrée en scène où quelqu'un lui tend-il son costume, ce manteau 3/4 bleu marine, au gros bouton métallique lui a-t-on fait répéter son texte? Ou l'improvise-t-elle lorsqu'elle se présente aux clients abasourdis? « Hé, salut, je suis Tania. Vous savez, Patricia Hearst. » Lui a-t-on enseigné ses déplacements, des pas chassés de tenniswoman sur terre battue latérale? Avant, arrière, elle occupe parfaitement le terrain. S'est-elle armée? L'a-t-on armée? Les images sont agrandies, examinées, discutées. Sur l'une, Hearst donne l'impression de viser. Sur l'autre, la jeune fille paraît tenue en joue par un membre de la SLA. Un garde déclare que pour lui, aucun doute, Tania était en pleine possession de ses moyens. Les sourds d'une école réputée de San Francisco, à qui le procureur projette le film, lisent ceci sur les lèvres de Tania. C'est un hold-up, espèce de fils de pute. Je vous ferai sauter la cervelle si vous bougez d'un millimètre. Oui, maman, papa, je vais bien. Très bien même. 12 jours après l'annonce de son ralliement à la cause de la SLA, 70 jours après le kidnapping, il est 9h40. Tania fait irruption dans le lobby de la banque Hibernia. Tania Patricia, à qui son père aurait pu acheter une banque juste comme celle-là. Une banque dont le directeur n'est autre qu'un très bon ami de son père et dont la fille, Trish, est la meilleure copine de Patricia. Si c'est Patricia qui a suggéré à la SLA le choix de la banque, faites-vous remarquer à Violaine, elle a un sacré sens de l'humour. Un humour qui n'est pas absent du procès, même s'il est involontaire, comme ce témoignage qui déclenche l'hilarité de la salle d'audience lorsqu'il a vu les braqueurs entrer très chics avec leurs longs manteaux et leurs chapeaux. Ce client de l'établissement n'a pas eu peur du tout, persuadé d'assister à un tournage d'un épisode des rues de San Francisco. Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser. Non, 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 non. Voici le sort des enfants obstinés. Voici le sort des enfants obstinés. Au 16e jour de votre collaboration, le dossier consacré à la mort des membres de la SLA, vous avez choisi d'y travailler seul. Quel effet aurait eu sur Violaine la description dans le San Francisco Chronicle des poumons intacts d'Angela accrochés aux débris de sa colonne vertébrale calcinée? L'image de Camilla retrouvée les mains crispées autour d'un petit corps recroquevillé, son chat. J'aime à imaginer que cette question, vous y avez répondu en laissant votre assistante chez elle, comme on met la main devant les yeux d'une gamine pour la protéger de l'accident, lui épargner l'odeur du sang. Les passants présents au moment des faits l'ont confirmé,
Aucune sommation effectuée par la police avant l'assaut. 3 maisons totalement détruites sans aucune compensation d'aucune sorte aux habitants de ce ghetto noir. 20 autres très abîmés par les tirs. 2 voitures carbonisées, un homme et une femme grièvement blessés. La LAPD a tiré 5371 balles de calibre 38, 223 de 9 mm, 1010 provenant de fusils à 12 coups, 125 cartouches de grenades lacrymogènes, au total 9000 balles tirées. Sur place, il y avait 321 voitures de police, 3 hélicoptères, 410 policiers d'assaut, 196 policiers chargés de contrôler les badauds. La facture pour mettre fin à la SLA s'est montée à 67 576,55 $. Vous écrivez ceci, que si Patricia n'était pas réellement radicalisée jusque-là, voir la police se comporter comme un gang qui ne recule devant rien pour se venger d'avoir été humiliée 2 mois durant, a dû achever de la convaincre. Dans les rues du ghetto passent des gamins hagards, les larmes aux yeux. Ça aurait pu être eux. On n'oubliera jamais le food programme. SLA Forever. Aimez, soutenez, cachez, encouragez ceux et celles de la SLA qui sont en fuite, scandent les étudiants réunis sur le campus de Berkeley. Ils brandissent l'image de Tanya Hurst. Les journalistes se pressent de nouveau autour du manoir. Ils obtiennent une interview exclusive de celle qui l'a élevée, sa nounou, la cuisinière des Hurst. Elle regrette, oui, elle regrette que la gamine n'ait pas péri dans l'incendie, parce que là, au moins, elle aurait été de la trempe d'une Jeanne d'Arc, une héroïne, tout plutôt qu'être cette honte pour ses parents, vivante. Que disait-elle, Patricia, déjà dans son avant-dernier message avant la conversion ? Je suis désolée d'en être arrivée à la conclusion que personne n'en a plus rien à faire de moi. Je semble n'avoir plus aucune importance comme être humain. On peine à ne pas être d'accord avec elle. This mist-covered mountains are a home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through this midst of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your sufferings as the battle raged high.
the fear and alarm. You did not desert me, my brothers in arms. Il y a une certaine grâce à être de celles-là qui poursuivent une trace laissée en pointillé, qui sans relâche prêtent l'oreille aux voix qui nous parviennent mal, disséminées dans un temps étiré des siècles d'absentes équivoques. Vous n'avez pas sauvé Patricia Hearst, mais vous l'avez rédigé sans faillir, votre rapport si peu juridique. Vous l'avez écrit pour Mercy Short. Elle a 17 ans. En 1690, autour de son lit, s'entassent des pasteurs des villages alentours et des garçons de son âge. Une cinquantaine de personnes qui ne la quittent pas des yeux, surveillent ce qu'elle mange, la façon dont elle parle, ses rêves qu'elle doit raconter par le menu à la petite assemblée. À l'affût du moindre de ses mots, ils chantent et psalmodient jusqu'à l'aube, forts de leur union contre le diable. Il faut sauver Mercy. Elle est méconnaissable depuis qu'elle a été libérée des Indiens. Sans doute son enlèvement a-t-il laissé des traces. Elle plastronne quand on ne lui demande rien. Il faut sauver l'âme de Mercy Short, celle dont un pasteur conclut que l'imagination est en désordre et qui fait preuve d'une liberté de ton tout à fait extraordinaire et de ce fait préoccupante. Vous écrivez pour Eunice Williams, que ses parents adoptifs des Mohawks ont baptisé Marguerite. Eunice Marguerite, enlevée à Deerfield le 28 février 1704, elle n'a pas souhaité rentrer. Vous écrivez pour Mary Rowlandson, capturée à Lancaster, Massachusetts en 1682. Elle n'a pas voulu revenir. Vous écrivez pour Mary Jamison, enlevée et adoptée par les Sénécas à l'âge de 15 ans en 1823. Elle n'a pas voulu rentrer. Vous écrivez pour leurs descendants. Ils narrent à ceux qui la demandent l'histoire de leur grand-mère, arrière-grand-mère, grand-grand-tante qui refusa d'être libérée, elle n'était pas prisonnière. Vous écrivez des histoires sans épilogue, ni vérité révélée, une équilibriste en zone grise. Vous écrivez les jeunes filles qui disparaissent. Vous écrivez celles qui prennent le large et l'embrassent sans en trier le contenu, élusives, leur esprit fermé aux adultes. Vous interrogez notre désir brutal de les ramener à notre raison. Vous écrivez la rage de celles qui, le soir, depuis leur chambre d'enfant, rêvent aux échappées victorieuses. Elles monteront à bord d'autocars brinque-ballants, de trains et de voitures d'inconnus. Elles fuiront la route pour la rocaille. Vous interrogez le regard indéchiffrable de Patricia Tania, dont on ne sait pas qui elle vise. Qui sont ses ennemis? Son pays? Ses parents? Ceux qui ne l'ont pas cru, pas écouté, ceux qui ne choisissent pas leur camp, coupables d'indifférence aux pauvres, la nôtre.
de mots pour si peu en user. Tant de saisons vues de derrière des problèmes. Tant de printemps, tant de ruelles, tant de boulevards dévalés à vélo. Tant de mots pour si peu en user, tant de saisons vues derrière des problèmes, tant de printemps, tant de ruelles. Tant de tellement murmurés à la porte, tant de peut-être entassés, oubliés, tant de repos, si peu de sommeil, tant de couleurs et si peu d'éclaircies. Tant de tellement murmurés à la porte, tant de peut-être entassés, oubliés, tant de repos, si peu de sommeil. Tant d'ineffables et nonchalantes pertes de temps. Tant d'hypothétiques futurs rabâchés, d'admirables alibis chatoyants. Merci. On va terminer avec une chanson de Moustaki. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que
passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaînée. Il est trop tard, certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps. Merci.